Donc, dans la, la présentation précédente, hein, on a commencé à parler d'exemples d'utilisation du tirage au sort dans l'histoire. Hein. J'ai discuté donc d'une assemblée en Australie où on posait la question à une centaine de citoyens australiens comment est-ce qu'on pourrait améliorer leur démocratie. Hein. Et ensuite, j'ai discuté un petit peu de ce que je peux voir jusqu'à maintenant, hein, un petit peu de l'extérieur et par l'intermédiaire, en fait, des documents qui sont produits par l'INM par rapport à l'organisation du groupe ou de l'Assemblée Constitution elle-même. Hein. Et dans ces deux cas-là, hein, on a un système un peu illustré. Là, dans la première, il s'agit d'une expérience, dans le cas de l'INM, d'une certaine manière aussi, mais on est dans des situations où il y a des assemblées citoyennes, mais ils ont un rôle pratiquement indépendant, citoyen ou consultatif, hein, et que on est bien loin de l'idée que ces assemblées-là devraient avoir un pouvoir effectif dans nos systèmes politiques. Hein. Donc, on en est encore au niveau d'une idée, hein, que des citoyens tirés au sort comme ça n'ont qu'un rôle consultatif et puis donc que les décisions vont être prises ailleurs. Hein. Ils ont le droit de parler, mais pas de décider, essentiellement. Bon, je suis conscient que parmi les organisateurs, il y a des gens peut-être qui voudraient d'autres choses, hein, mais reste que cette assemblée-là n'a pas été constituée par l'Assemblée nationale ou par une décision des Québécois, et donc que le plus d'impact qu'elle peut avoir au Québec, hein, ça va être de simplement dire quelque chose, hein, puis les politiciens vont probablement mettre un couvercle plutôt rapidement là-dessus, et puis passer à autre chose, hein, à ce qui sont plutôt professionnels pour faire. Ceci pour dire, hein, que ça va quand même rester dans l'état actuel des choses. Je vais proposer en fait un petit peu un changement à l'ordre du jour aux membres du groupe Constitution s'ils sont intéressés, mais dans la perspective dans laquelle on a lancé le projet, hein, l'idée c'est d'avoir un petit débat puis de rendre ça intéressant, hein, mais c'est certainement de ne pas dire que ces citoyens-là vont décider de ce qui va se faire comme constitution au Québec. Sauf que dans d'autres expériences, hein, surtout dans celle de la Colombie-Britannique à laquelle je m'en viens, on fait le pas, hein, de dire on ose finalement donner un pouvoir réel aux citoyens. Hein. On peut comparer ça, par exemple, à, supposons qu'on prenait le groupe Constitution, hein, puis qu'on avait dit à ces citoyens-là, écoutez, dans le fond, ce que vous allez faire comme proposition de Constitution, hein, ça va aller au référendum. Puis là, vous seriez peut-être plus enclin à dire oui, c'est correct, mais on va prendre plus qu'un an pour la faire, notre proposition. Hein. Mais en Colombie-Britannique, c'est ce qu'on a fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis en place une assemblée citoyenne sur le mode de scrutin, donc c'était pas sur l'ensemble de la Constitution, mais c'était sur l'élément du mode électoral, du système électoral, et on a posé la question à ces citoyens-là, hein, est-ce que vous voulez que le système qu'on a reste en place, hein? Et sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose aux citoyens? Et si vous faites une proposition de changement, les politiciens, généreusement, avec de grands sourires fendus jusqu'aux oreilles, ont dit on va le soumettre au référendum. Hein? Et il y a deux grandes leçons, en fait, que je veux qu'on retire de cette expérience-là en Colombie-Britannique. De un, il y a la leçon que les politiciens avaient le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Puis de deux, il y a aussi un des commentaires que je trouve très éclairant qui a été fait dans les études, en fait, par rapport à cette expérience-là ou à cette assemblée-là. Puis donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a quand même eu un acte de vertu qu'il faut souligner. Hein. Au début, les politiciens ont réalisé que, enfin, je ne sais pas si c'est un acte de vertu ou un acte de crainte, hein, mais les politiciens ont réalisé que si eux-mêmes avançaient puis ça, on devrait le souligner au Québec, hein, parce qu'on a une autre situation pour le mode de scrutin au Québec, là. Mais les politiciens ont réalisé que si eux-mêmes proposaient un changement au mode de scrutin, que leurs citoyens ne leur feraient pas confiance puis qu'ils les accuseraient d'avoir tampered en anglais, donc d'avoir
on dirait, patenter quelque chose dans leur propre intérêt. Hein? Et puis donc, c'est intéressant, là, des politiciens qui nous disent, on sent que là-dessus, hein, on est avec une patate chaude, là, parce que ça concerne notre propre élection. Hein? Puis donc, c'est sûr que si on décide, on va dans un sens ou dans l'autre, les citoyens vont dire, ben là, vous avez fait ça pour vos propres intérêts, puis pas pour nous. Et puis donc, ils ne seront pas contents. Hein? Et puis donc, à ce moment-là, je ne sais pas qui le fait ou qui a eu l'idée, mais l'idée a été lancée de créer une assemblée citoyenne pour étudier la question. Hein. En passant, hein, ce ne serait pas inintéressant que un gouvernement, je sais rêver en couleur, là, mais d'imaginer un gouvernement du Québec qui en arrive à cette conclusion-là, hein, qui est en conflit d'intérêts sur la question du mode de scrutin, ce qui est absolument certain, évident et manifeste, hein, puis qu'ils se disent, donc, on devrait trouver un autre mécanisme pour réviser le mode de scrutin. Hein. Je peux mettre les gens de la CAQ au défi d'en arriver à cette conclusion-là, mais au Québec, hein, une société un peu plus arriérée d'un certain point de vue, hein, moins ouvert d'esprit, puis moins avec un individualisme sain comme il peut avoir en Colombie-Britannique, hein, les politiciens, c'est eux qui décident, puis ils vont certainement pas redonner du pouvoir comme ça au peuple parce que ça leur empêche de faire ce qu'ils veulent. Hein. Puis c'est pas trop important ce que le peuple pense ou veut, finalement, c'est faire ce qu'eux veulent qui est important. Hein. Puis donc, il y a une idée un peu plus directoriale, si on peut dire, là, qui veulent diriger, non pas gouverner en collaborant avec le peuple lui-même. C'est pas dit dictatorial, j'ai dit directorial dans le sens un peu plus, une idée plus raide de pouvoir. Hein. Ceci pour dire que bon, je suis conscient que je me lance, je me fais pas nécessairement plein d'amis avec mes présentations, mais c'est pas le but, hein, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Puis bon, en même temps, ça peut peut-être faire rire tellement c'est vrai pour certaines personnes. Mais bref, hein, je serais bien surpris de voir des politiciens au Québec en arriver à faire une réalisation comme ça. Hein. Parce que justement, tu as l'idée qu'on a le pouvoir puis qu'on ne veut pas le lâcher, on veut le garder. Hein. Et puis, c'est un peu une drogue, le pouvoir, puis c'est la raison pour laquelle ça va toujours être un problème un petit peu particulier pour l'humanité, c'est que quand on en veut plus, puis quand on en a plus, on en veut encore plus. Bien souvent. Hein. Et puis l'humain n'est pas nécessairement très modéré par rapport à ça. Mais donc, il y a un acte de vertu important à mentionner quand même en Colombie-Britannique à ce moment-là, ou de crainte. Hein? Et puis les politiciens, la frontière n'est pas toujours si éloignée que ça. Et les politiciens se sont donc dit, on va créer une assemblée citoyenne. Hein? Mais là, ce que je veux que les citoyens de Constitution, puis que le reste des citoyens au Québec, puis que tout le monde qui peut m'écouter là, retiennent de ma présentation, hein, c'est que les politiciens ont roulé les citoyens comme ça se peut pas. Hein, ils ont fourré, essentiellement, là, comme ça se peut pas. Puis je vais parler d'un autre exemple après, en Ontario, puis là, les politiciens ont aussi roulé les citoyens, mais d'une manière complètement différente. Hein. Autrement dit, il faut être très vigilant. Hein? Parce que les gens élus ne sont pas là pour vous représenter, ils représentent d'autres intérêts, et donc, hein, ils ne vont pas nécessairement vouloir vraiment vous donner du pouvoir, essentiellement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les politiciens ont dit, bon, on pourrait mettre en place une assemblée comme ça, ils se sont mis à étudier la question, puis là, à un moment donné, hein, quelqu'un dans le débat, il a dû faire un projet de loi pour mettre en place une assemblée citoyenne comme celle-là, hein, quelqu'un a eu la merveilleuse idée, je ne sais pas qui l'a eu, puis j'aimerais ça le connaître, je vais peut-être cogner à sa porte, mais là, il y a quelqu'un qui a eu la merveilleuse idée de mettre un plafond référendaire supérieur à 50%. Hein? Et ça s'est dit, cette personne-là s'est dit, autrement dit, il ne faudrait quand même pas que le peuple décide de changer son mode de scrutin avec juste 50% des voix. Ça n'aurait pas de bon sens. Hein? Fait qu'on va mettre ça à 60%. Puis, de manière un peu curieuse, hein, son parti politique, je ne me rappelle pas c'était quel parti par ailleurs à l'époque, je pense que c'était peut-être les libéraux, mais je ne suis pas sûr, a suivi, hein, puis a dit oui, c'est bien correct. Hein? Puis donc, ils ont donné le pouvoir à cette assemblée-là de débattre, hein, d'être financé, d'aller consulter la population et de formuler une proposition référendaire pour le changement, mais ils ont soutiré le pouvoir à la population de décider à la majorité. Donc, ils ont violé le principe démocratique. Quand je vous parlais des constitutions enchâssées, ça c'est un exemple, pas d'une constitution enchâssée, mais de la même mentalité, du même type de processus. Hein. Puis cette manière-là était beaucoup plus raide, en ce sens que ce qu'ils ont dit, c'est qu'on va... comme je le disais, hein, il faut
pour que ce changement-là se fasse, il faut qu'il y ait 60% au référendum. Imaginez ça comment c'est idiot. T'sais. Pas juste les politiciens qui ont fait ça, mais comme idée, là. Hein? Il faudrait 60% dans un référendum pour changer. Excusez-moi, là, mais le putain de mode de scrutin. Excusez-moi, je sais que j'utilise des gros mots des fois, mais ça me fâche. T'sais. Et c'est d'une imbécilité profonde. Hein? Et c'est d'une double imbécilité parce que ces politiciens-là qui ont pris cette décision-là, là, le parti au pouvoir à ce moment-là, hein, je l'ai peut-être mentionné avant, mais je sais que je me répète, là, mais devait avoir entre 40 et 45% dans le meilleur des cas du vote populaire pour avoir la majorité en chambre. Autrement dit, il contrôle le gouvernement avec moins que 50% des voix, puis il va dire que 50% des voix pour changer de mode de scrutin, c'est pas assez. Hein. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que malgré tout, hein, l'expérience a été hyper intéressante en Colombie-Britannique, puis les citoyens ont fait leur travail, et ils en sont venus à une conclusion quasi majoritaire, pas majoritaire, mais quasiment unanime à l'intérieur de l'Assemblée. De mémoire, là citez-moi pas sur le nombre, mais ils en sont venus à appuyer à 92% la proposition qui sortait de leur rang, qui allait au référendum. Hein? Puis donc, 92% à peu près là, hein, de cette assemblée-là étaient d'accord avec l'idée, la proposition finale qu'ils ont formulée. C'est quand même beaucoup une assemblée qui a 92%. C'est rare hein, d'avoir une question aussi qui peut être divisive comme celle-là, d'avoir dans d'autres institutions politiques, là, qui puisse avoir une hyper majorité comme celle-là qui appuie cette idée-là. Hein? Puis ça, c'est sur la proposition technique en tant que telle. Bien sûr, il y avait des différences, mais tu sais, ils en sont réussis à arriver à un compromis, entre guillemets, là, ou une proposition qui faisait presque l'unanimité. Hein? Et puis donc, la question est allée au référendum. Hein? Et comme de fait, pour rendre l'histoire encore plus dramatique, hein, il y a eu 58% des citoyens de la Colombie-Britannique qui ont dit oui, on veut ce mode de scrutin-là, vous avez raison. Hein? Évidemment, hein, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Hein? Le mode de scrutin n'a pas changé parce que les politiciens, dans le fond, ils ne voulaient pas qu'il change. Puis, ça va de soi. Hein? Puis si on regarde la saga, la réforme du mode de scrutin au Québec ou en Ontario, en Colombie-Britannique, etc., hein, ça n'a pas changé parce qu'ils ne veulent pas que ça change. Hein. Il y a des pays, oui, ça change. En Nouvelle-Zélande, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des places où ça a évolué un peu, mais ça donne une idée de l'obstacle que ces gens-là peuvent mettre à une avancée démocratique, comme avoir un mode de scrutin qui représente, qui assure qu'un gouvernement ait la représentation d'au moins 50% de la population. Tu sais, je veux dire, c'en est ridicule quand on en est là. Hein? Parce que dans le fond, la proportionnelle, c'est clair que c'est un système plus démocratique que le système qu'on a. Puis, il faut qu'on se batte hein, contre des gens qui veulent pas lâcher la patate, puis qui veulent pas que ce principe démocratique-là s'applique dans nos régimes politiques un peu bâtards. Hein? Ceci pour dire que dans le cadre des études qui ont été faites à ce moment-là, encore une fois, hein, il y a une nuée de politicologues qui gravitaient autour de cette assemblée-là, puis de gens en communication, puis etc. Puis ils ont fait donc des sondages, puis ont questionné ces gens-là. Puis ils sont aussi allés questionner la population qui a voté en référendum. Puis ce qui était très intéressant, enfin moi ce que j'ai retenu, puis ce que je raconte souvent, puis là je suis en train, je vous le cacherai pas, je vous raconter une histoire, hein, c'est que la population était d'accord à 58% pour cette idée-là, ce qui était merveilleux et très significatif. Il faut dire que 58 dans un référendum, c'est beaucoup aussi. C'est rare qu'on a autant que ça. Souvent, les référendums, ça se gagne à 55, 53, 52, 54. Tu sais. Mais 58, c'est fort, là, c'est beaucoup. Mais quand on a questionné les gens hein, dans la population, vous qui avez voté pour cette idée-là, pourquoi est-ce que vous avez voté pour cette idée-là? Hein? C'est pas parce que la population comprenait la question du mode de scrutin. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas c'était quoi le mode de scrutin. Ils savaient un peu, mais ils ne savaient pas exactement comment ça fonctionnait. T'sais? Puis ils en étaient conscients. Comme la plupart des gens qui
qu'on leur pose c'est quoi les modes de scrutin dans le monde, ils ne sauront pas quoi répondre. Ils vont peut-être dire il y a des proportionnels à quelque part, mais ils comprennent à peine comment notre propre système électoral fonctionne. Fait que c'est normal. Tout simplement, ils vont voter puis ils choisissent quelqu'un sur le bulletin de vote. C'est ça qu'on leur donne comme pouvoir dans notre superbe démocratie. Excusez-moi d'être critique un peu. Mais essentiellement, ces citoyens-là ont répondu la raison pour laquelle on a voté pour cette proposition-là, c'est pas à cause de la proposition en tant que telle, c'est parce que c'était des citoyens comme nous qui l'ont faite. Puis donc, eux, on peut leur faire confiance. Puis là, j'aimerais insister sur le « eux », on peut leur faire confiance. Puis ce qu'ils étaient en train de dire, les citoyens à ce moment-là, c'est qu'ils ne font pas confiance à leurs politiciens. Et puis moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'ils ont raison de ne pas leur faire confiance. Parce que les politiciens ne sont pas là pour les représenter eux, ils représentent aussi d'autres intérêts. Sinon, ils représentent d'autres intérêts, puis de temps en temps le peuple, puis des fois, ils représentent les autres intérêts via le peuple. C'est un peu comme si les véritables personnes qui dominaient notre société engageaient des gestionnaires qu'on appelle des politiciens pour qu'ils gèrent ça, l'État, dans leurs intérêts en gérant le peuple puis qu'ils fassent comme si. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu ça la démocratie électorale qu'on a finalement. Ceci pour dire que quand les... donc, les citoyens nous ont dit ça. Puis là, c'est intéressant, parce que ça voulait dire, d'un, que ces citoyens-là réalisaient qu'il y avait un problème avec le système politique, que deux, ils réalisaient qu'ils pouvaient faire confiance aux citoyens, mais que trois, qu'un système comme ça peut fonctionner et a fonctionné à merveille, à part le seul élément qui a, excusez-moi de le dire, mais qui a chié dans la game, qui a mal fonctionné, c'était la putain de règle de 60% que les politiciens ont osé mettre pour l'adoption au référendum. Et c'est la seule chose qui a fait en sorte que tout le processus a avorté et que je dois sacrer aujourd'hui pour dire que ça n'a pas de bon sens. Ça ne justifie pas nécessairement mes gros mots, mais ce que ça dit, c'est que c'est grave et puis que les citoyens avaient raison. Ils ont raison de dire on peut pas faire de confiance à des gens qui mettent en place, qui font des choses comme ça. Puis les politiciens sont des professionnels pour faire des choses comme ça, puis je vais vous le prouver en passant en Ontario. Parce qu'un peu après, il y a une assemblée comme ça en Ontario. Puis en Ontario, les politiciens n'ont pas fait la même erreur ou la même affaire qu'en Colombie-Britannique. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que pour, encore une fois, faire en sorte que le processus avorte, puis d'une certaine manière, c'est une solution politicienne plus efficace, c'est que ils ont mis en place donc l'Assemblée citoyenne sur la réforme du mode de scrutin en Ontario, et pour s'assurer que le processus avorte, ils n'ont pas financé la campagne d'éducation populaire. Autrement dit, là, les citoyens allaient voter le jour du référendum, puis ils ne savaient pas pourquoi ils votaient. Puis la raison pour laquelle ils allaient voter ce jour-là, c'est parce qu'en plus de ne pas financer la campagne électorale, la campagne référendaire en question, ou de la sous-financer plutôt, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cette question-là au référendum en même temps que l'élection. Fait que là, tu avais toute la campagne électorale où on parlait d'autres choses, puis on disait peut-être à la marge à un moment donné, il y a un référendum en même temps, vous pourrez voter, mais on n'informait pas les gens de ce qu'il y avait dessus, puis il y avait pas, les camps n'avaient pas suffisamment de moyens pour informer la population. Et donc, quand les gens allaient voter, ils allaient voter pour un parti politique. C'est ce qu'ils font dans une élection, ils sont habitués de faire ça, puis c'est ça que ce qu'on avait représenté dans les médias. Et puis, la question du mode de scrutin, les gens ne savaient pas exactement pourquoi que c'était là, qu'est-ce qui avait été... Il y avait un peu d'informations, mais il n'y avait pas assez d'informations pour porter un jugement éclairé. Puis donc, les résultats ont été catastrophiques. Ils ont voté à 30% en faveur, puis le reste était contre. Parce que des gens qui ne savent pas, si vous me demandez de changer quelque chose dans l'État, puis je ne sais pas de quoi qu'on parle, si je me prononce sur l'axis, je suis sage, je vais vous poser des questions, puis je vais essayer de m'informer. Mais si je ne le suis pas, je vais dire non, on ne changera pas. Je ne comprends pas, on ne changera pas, ça n'a pas lieu de changer. Et donc, essentiellement, dans ce cas-là, le mécanisme que les politiciens, excusez-moi d'utiliser encore un gros mot, mais pour fourrer les citoyens ont utilisé, ça a été de ne pas financer la campagne référendaire et de la mettre en même temps qu'une campagne électorale où il y a 36 autres enjeux sur lesquels les citoyens doivent se pencher d'une certaine manière dans le choix de leurs représentants politiques ou de leurs élus.
Et donc, ce qu'il y a à retenir de ces deux expériences-là, hein, c'est que ça illustre jusqu'où les... Puis là, c'était juste sur changer le mode de scrutin. C'était pas sur changer toute la Constitution. C'était pas sur changer le régime politique. C'était juste pour changer une petite patente qui, oui, est très importante. On s'entend que c'est important, le mode de scrutin, puis que ça va... Parce que justement, c'est ça le problème. Les politiciens savent que c'est important. Hein? C'est pour ça qu'ils veulent pas que ça change. Parce que si ça change, eux, ils ne pourront pas gouverner comme ils gouvernent présentement, puis il va falloir qu'ils fassent des alliances entre les partis, puis qu'il y ait une majorité de réelle, hein, de citoyens qui appuient leur gouvernement, tandis que maintenant, ils peuvent gouverner puis ils gouvernent presque tout le temps avec des minorités. Hein. Par exemple, au Québec, présentement, on a un parti au pouvoir qui a une majorité de sièges, hein, mais qui a obtenu à peu près de mémoire 37% des voix. Hein. Cherchez l'erreur. C'est pas une accusation pour le parti en tant que tel. Hein? C'est plutôt que le système politique, enfin, j'allais dire qu'il ne fonctionne pas, mais c'est préférable de dire, je pense qu'il est ridicule. Hein? Sur cette question-là, il est complètement absurde. Mais ça fait l'affaire de certaines personnes, et c'est pas de vos affaires en tant que citoyen, parce que vous n'êtes pas là pour gouverner puis participer à l'État, vous êtes là pour être gouverné, puis pour vous donner votre aval, pour qu'il y ait la légitimité, eux, de le faire à votre place. Hein? C'est ça un peu la mentalité qu'il y a dans ces sphères-là, d'une certaine manière. Évidemment, ils ne diront pas de cette manière-là. Je le dis de manière à ce que ça soit clair, mais l'idée hein, qu'il y a derrière leur discours et leurs belles paroles, c'est souvent à peu près celle-là. Donc, ceci pour dire que malgré tout, hein, l'expérience de la Colombie-Britannique a été très intéressante et très révélatrice à la fois de ce danger-là, mais aussi de la potentialité de ce système-là. Et d'une certaine manière, ce que je suggère comme une assemblée constitutionnelle permanente, hein, qui ait le pouvoir donc d'initier un référendum sur l'ensemble des questions constitutionnelles, hein, donc sur toutes celles sur lesquelles elle veut se pencher, c'est essentiellement prendre ce modèle-là en enlevant l'intervention citoyenne, bien sûr, hein, et politicienne, pardon, et en faire une institution permanente et élargir son mandat à l'ensemble des questions constitutionnelles. En fait, à toute la sphère des questions constitutionnelles, au lieu d'être juste la question du mode de scrutin, ce qui est une question à mi-chemin entre la loi et la Constitution. En ce sens qu'on peut mettre l'idée d'un régime proportionnel dans la Constitution, mais c'est très rare qu'on va mettre tous les détails de ça. Tous les détails vont plutôt être relayés à la loi. Hein. Mais ceci pour dire que essentiellement, hein, l'Assemblée constitutionnelle que je vous propose, d'une certaine manière, c'est qu'on institutionnaliserait ça de manière permanente, hein, et puis on élargit hein, le mandat d'une Assemblée comme ça à toutes les questions constitutionnelles. Et on lui donne aussi un pouvoir exclusif en matière référendaire, et on enlève ce pouvoir-là de l'Assemblée nationale, hein, ou de l'Assemblée législative dans le cas de la Colombie-Britannique. Pour faire en sorte que ce pouvoir-là soit exclusivement entre les mains des citoyens et qu'il n'y ait pas possibilité pour les politiciens d'intervenir quand ils sont clairement dans une situation de conflit d'intérêts. Et ça, c'est l'autre point qui est intéressant de retenir. Il y a quand même des politiciens à quelque part qui ont été honnêtes. Hein? Puis qu'un gars comme moi le dise, là, c'est rare. Mais il y a quand même des politiciens qui ont réalisé à ce moment-là qui étaient dans une situation de conflit d'intérêts sur cette question-là, hein? Et donc qu'ils devaient procéder autrement hein, qu'en adoptant simplement une loi pour changer le mode de scrutin. Puis la grande leçon de tout ça, hein, c'est qu'il n'y a rien qui s'est fait. Fait que là, on pourra parler de la réforme du mode de scrutin au Québec. Je vais en parler dans la section 8, pardon. Et je vais expliquer d'autres problèmes qui peuvent se produire à ce moment-là. Hein? Parce que là, vous pouvez me dire, oui, mais là, ça veut dire que le système d'une assemblée ad hoc comme ça ne marche pas, qu'il y a des dangers. Hein? C'est justement ce que le mouvement de réforme au Québec a eu comme réflexe. Mais le problème, c'est que si on ne procède pas par une assemblée citoyenne comme celle-là, ou si on procède autrement, puis qu'on va négocier avec le pouvoir d'avoir un changement, hein, on risque très fortement d'avoir un gouvernement qui, s'il décide de changer le mode de scrutin, fasse un mauvais changement qui laisse beaucoup à désirer et qui ne soit pas du tout la meilleure option sur la table pour l'intérêt des Québécois. Hein? Parce qu'autrement dit, ils vont chercher, s'ils vont le modifier, ils vont le modifier de manière à ce que ça leur nuise le moins possible, puis qu'en même temps que ça leur fasse gagner peut-être des votes, entre guillemets, ou la popularité
pour pouvoir dire, ben nous, on a changé le mode de scrutin. T'sais. Mais en faisant un mauvais mode de scrutin proportionnel ou une pseudo-proportionnelle ou un système qui est dans la catégorie des modes de scrutin proportionnels, pas du tout le plus satisfaisant. Puis il y a des acteurs politiques, entre guillemets, au Québec qui défendent ça, sachant que les politiciens n'iront pas plus loin. Hein? Fait qu'autrement dit, si encore une fois on avait une assemblée constitutionnelle permanente qui avait ce pouvoir-là, elle pourrait là regarder les propositions de modification du mode de scrutin qui vont de l'avant et se dire, ben non seulement il nous faut une proportionnelle, mais on va regarder c'est lesquelles les meilleures dans le monde, pas juste celles qui vont être plus consensuelles, qui vont faire moins peur aux politiciens, mais ceux qui dans les meilleurs pays. Hein? Puis après avoir fait ça, il se dirait, il ferait aussi une deuxième étape. Il irait peut-être voir ces gens-là, où il consulterait d'autres personnes, où il reconsulterait la population pour dire, nous, on pense, dans les systèmes qui existent dans le monde, on identifie, mettons, tel système comme étant parmi les meilleurs. Lequel vous préférez pour commencer, mais ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose est-ce qu'il n'y a pas une manière qu'on pourrait faire un système qui est meilleur que celui-là? Puis donc, ce que je suis en train de dire, c'est que dans notre régime politique actuel, on va au mieux avoir un mode de scrutin médiocre, et c'est ça le mieux qu'on puisse attendre si on a une réforme du mode de scrutin, au lieu d'aller chercher à innover, puis à avancer, puis à faire quelque chose qui fonctionne bien. Fait que c'est clair que dans un État comme ça, quand j'expliquais que le pouvoir constitutionnel est bloqué, puis que je parlais de l'enchâssement constitutionnel, c'est clair que dans un État où cette mentalité-là, essentiellement, que l'État perd de la force, puis que ça va mal, puis que la société va mal. Parce que l'État, c'est l'institution la plus importante, ou c'est l'organisation la plus importante dans nos sociétés. C'est la plus puissante, la plus grosse, puis celle qui a le plus de poids. Si elle est mal organisée en partant, ça influence négativement le reste de la population, et même à terme. Ça nous empêche d'aller de l'avant. Ceci pour dire que il y a cet exemple-là de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, qui n'est pas inintéressant de lier à son homonyme de Colombie-Britannique, qui sont à la fois intéressantes, mais, disons, nous font en sorte qu'on doit aussi agir avec précaution, sachant que les politiques sont souvent des as et des experts à comment rouler d'une certaine manière les citoyens sans qu'ils sachent, ou parfois pour que certaines personnes le sachent, mais que le reste ait l'impression qu'ils sont dans le bon camp. Ces événements-là, en Colombie-Britannique, sont très désolants, en fait. Et je suis surpris même que, il y a dû avoir des gens qui ont dit que c'était inacceptable, mais il aurait dû avoir une réaction beaucoup plus vive, pour dire il faut mettre ça en place, même si on n'a pas 60% des voix. Là. Tu l'as dit en riant tellement c'est ridicule. T'sais. Au Québec, on va faire un référendum pour savoir si on crée un pays ou non sur la base du principe démocratique qui est 50 plus 1. T'sais. Et puis là-bas, pour changer le mode de scrutin, il faudrait 60. Parce que c'est les citoyens qui l'ont fait. C'est le seul argument possible. Puis c'est pas vraiment un bon argument si vous me posez la question, mais qui peut justifier une chose comme celle-là. Tout ça pour dire que j'espère qu'il faut me pardonner d'utiliser quelques gros mots ici et là. Comme vous pouvez peut-être le voir, je ne suis pas tout le temps dans ce vibe-là, mais il y a des choses qui quand même doivent être dénoncées pour ce qu'elles sont. Et j'allais dire que dans ce cas-là, c'est un peu dégueulasse. Et donc, si vous me permettez donc de passer à un autre moment qui est plus joyeux peut-être, où on est moins chargé émotionnellement, étant donné que ça remonte à une antiquité qui fait en sorte qu'on est déconnecté un peu des personnes et des événements à ce moment-là. Je vais passer donc, mentionner premièrement, comme je l'ai fait, que cette assemblée-là est une inspiration d'une certaine manière pour l'Assemblée constitutionnelle que je propose. Pas juste d'une certaine manière, mais plutôt directement au niveau de la pensée puis de l'évolution de mes idées, c'est clairement une inspiration. Mais là, on va remonter dans le temps encore beaucoup plus loin. On va sauter en fait quelques millénaires puis quelques siècles en plus de quelques millénaires. Et puis, on va aller dans la cité d'Athènes antique pour voir un petit peu comment leurs institutions politiques fonctionnaient là-bas.
Je vais peut-être faire ça dans une autre vidéo, hein, juste pour garder ça en 30 minutes puis 45, là, parce que disons que cette partie-là risque d'être un petit peu longue aussi. Mais essentiellement, c'est ça. Je vais continuer cette discussion-là dans la vidéo qui va suivre.